réglementée, notamment pendant les périodes estivales avec les risques incendies accrus. Donc c'est pour ça qu'il y a une barrière notamment qui permet de limiter l'accès en fait aux ayants droit. Les services de l'État ont mis en place une surveillance des massifs. Cette piste, elle est accessible aux pompiers et aux différents personnels techniques et scientifiques qui viennent sur la réserve. Je suis chargée de mission pour la réserve naturelle de la forêt de la Massane depuis 2014 et auparavant je travaillais pour l'observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer qui est en fait à l'origine de la création de la réserve. Et donc ma mission c'est de venir valoriser l'ensemble des recherches qui sont menées sur le site et les diffuser au plus grand nombre. Il y a énormément de recherches qui sont en cours sur le site pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème forestier. Mais dans le cadre de mes missions, l'enjeu aussi c'est de transférer toutes ces connaissances acquises pour mieux préserver, mieux gérer nos forêts à l'échelon national, mais aussi à l'échelon international dans le cadre du classement au patrimoine mondial. Et donc ça c'est un enjeu extrêmement fort, c'est-à-dire que ce qui est fait ici, le but c'est que ça rayonne aussi beaucoup plus largement. Et ce que l'on souhaite par-dessus tout, c'est qu'il y ait plein de petites massanes un peu partout demain. Et ça, c'est un des enjeux parce que on dispose aujourd'hui de très peu de vieilles forêts protégées et de forêts en libre évolution encore moins. Donc tout cet enjeu de connaissance, il a aussi un objectif bien plus large que le périmètre de la Massane, très clairement. On est une équipe de 4 personnes, avec Joseph Garrigue, le conservateur, qui est là depuis 1992 et qui dispose d'une expertise énorme sur toute la biodiversité qu'il y a aujourd'hui sur le territoire de la réserve. Ce qui permet aujourd'hui à la Massane d'avoir une valeur de laboratoire de terrain et une reconnaissance à l'échelle internationale. L'enjeu, c'est aussi de transférer ces connaissances plus largement pour avoir une meilleure gestion de nos forêts, une meilleure conservation de nos vieilles forêts à un échelon beaucoup plus large que celui de la réserve qui fait 336 hectares. Donc là, on vient d'arriver en fait vraiment sur le territoire de la réserve, on vient de passer un col et on arrive dans la vallée de la Massane. Donc on quitte la végétation méditerranéenne et on se retrouve sur une vallée avec environ 180 hectares de hêtraies, de vieilles hêtraies qui n'a plus été exploitée depuis au moins 150 ans, voire plus selon les parcelles forestières. Et on se situe vraiment à ce qu'on appelle un carrefour biogéographique, c'est-à-dire qu'on va avoir les influences de la Méditerranée, les influences continentales, et puis toute la ligne de crête, en fait, c'est la frontière avec la Catalogne Sud, donc toutes les influences ibériques aussi qui vont nous arriver ici. Ce qui fait qu'on est vraiment à une charnière où on va accueillir tout un tas de biodiversité qui va venir de ces différentes influences. Et le fait d'être dans une vallée comme ça, avec en fait un petit fleuve côtier qui prend sa source dans la réserve, mettre un degré d'humidité qui va permettre aux hêtres d'être présents ici, finalement à une très faible altitude, entre 500 et 1000 mètres, et à 4 km de la Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment un contexte extrêmement particulier de hêtraies sèches, et puis avec tout un tas de coïncidences heureuses qui ont fait que finalement cette forêt elle a été préservée au fur et à mesure des générations et qu'elle nous est arrivée à nous aujourd'hui dans cet état de conservation extrêmement bon. Malheureusement, c'est quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui en France. Ça fait plusieurs siècles que la Massane, sur plein d'endroits, elle n'a pas été exploitée. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment rare en Europe, c'est vraiment un exemple très très rare en Europe.
Dans les forêts exploitées, tu la vois pas la mort, mais on a supprimé tous les arbres qui arrivaient à un certain diamètre, tu vois. Alors qu'ici, c'est normal, au bout d'un moment, un arbre, il meurt, oui, au bout d'un moment, il meurt. Mais bon, voilà, il dure quand même beaucoup plus longtemps. Et donc ici, vous verrez, on va passer à côté d'arbres qui sont vraiment très, très, très âgés. Donc on a la citelle, là, qui est en train de crier. C'est pour nous qu'elle crie. Et on avait le pic noir, le cri en vol, là. Les alarmes, en fait, chez les oiseaux, elles sont collectives. C'est-à-dire que quand une citelle alarme, tous les autres savent que c'est une alarme. Et donc tout le monde s'y met. Et tu vois, on entend des mésanges aussi, on entend des trucs. Voilà. On est des intrus, on arrive. Les oiseaux vont alarmer en fonction du type de prédateur qu'il y a. Si c'est un chat, par exemple, forestier, qui est très dangereux pour eux, qui chasse, ça ne va pas être les mêmes alarmes qu'un chevreuil, ça ne va pas être les mêmes alarmes qu'un mec qui arrive dans le truc. En fait, il y a tout un tas d'alarmes. Alors, il y a des alarmes, la courbe, elle est comme ça. Il y en a d'autres, c'est des pics. Et puis, il y a des moments où tu n'entends plus un oiseau. C'est par exemple quand il y a un épervier. L'épervier qui est bouffeur d'oiseaux. Là, la forêt, tout le monde ferme son clapet parce qu'ils savent que s'ils l'ouvrent, ils ont des chances de se faire choper. Donc tu as tout un tas d'alarmes et de non-alarmes du coup qui sont importantes. Quand tu as vraiment un silence total dans la forêt, tu peux te dire il y a sûrement un épervier ou un autour ou un mangeur d'oiseaux qui est par là, quoi. En tout cas là on est accueillis, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bienvenu, mais bon. En tout cas ça manifeste. Un chêne pubescent qui est mort depuis un moment, mais qui continue d'abriter énormément de vie. Et on le voit là avec ce magnifique polypore soufré qui sort à la base et qui a contribué en fait à décomposer le bois de cette manière-là. En fait, c'est le premier champignon qui va attaquer l'arbre, qui va conditionner en fait la façon dont l'arbre va se décomposer. Et ça, c'est de la décomposition donc de la cellulose et de l'hémicellulose. Donc lui, il mange ça. Il est capable de manger ça. Et puis tu as d'autres champignons qui vont être capables de manger la lignine, qui est très difficile à digérer, et qui vont donner ce qu'on appelle plutôt des pourritures blanches très spongieuses. Là. Et on en verra sûrement sur du hêtre. Et donc cette décomposition cubique que le champignon génère, elle va conditionner en fait tous les organismes qui vont arriver derrière, et en particulier les insectes, et qui vont être conditionnés, que tu vas trouver que dans la décomposition cubique. Dans les forêts où on a complètement évacué tout ce type d'organismes, parce qu'on n'a pas gardé les vieux arbres, on ne les a pas laissés mourir jusqu'au bout, et qu'on enlève finalement toute une partie de la biodiversité, on supprime aussi tous ces organismes qui sont capables de digérer le bois et d'apporter en fait de la nourriture pour les petits arbres qui vont arriver derrière et enrichir le sol. Et contribuer après au grand problème, ce qu'on appelle les captations de carbone et tout ça, stockage du carbone, quoi. Et donc aujourd'hui, on va les cartographier. Donc au fur et à mesure qu'on va se balader, on cartographiera ces arbres, ces champignons-là, qui ont Alors c'est un peu vicieux. Alors celui-là il est déjà mort, c'est pas grave, quelque part. Mais ces champignons-là, ils sortent en plein cœur de l'été, au moment où c'est le stress maximal pour les arbres. Et ça, c'est que de la flotte. Et donc, ils tirent tout ce qu'ils peuvent sur l'arbre. Et on sent que c'est dur pour un arbre de résister à ce type de champignon. Le polypore soufré, il est vraiment réputé pour être un des champignons qui dans les plus agressifs au niveau des arbres. Et si tu coupes le champignon, ça ne change rien du tout. Ça ne va pas changer grand-chose parce que le mycélium, il est à l'intérieur de l'arbre. Et ça, c'est la partie immergée. C'est ce qui va donner des spores qui va lui permettre de se manger. Donc ça, c'est un polypore, ce qu'on appelle des polypores annuels. C'est-à-dire que justement, il va disparaître, il va se faire bouffer par plein de bestioles. Alors qu'on va trouver en cours de la balade des polypores là, qui sont comme ça, qui se développent sur les arbres, style l'amadouvier, qui vont rester plusieurs années sur le truc. La faune aussi associée n'est pas la même. Voilà. On va avoir des cortèges de faune associés à c'est toujours en cascade en fait. Il y en a un qui profite d'une manne, et puis après, au bout d'un moment, il devient appétant lui aussi, et puis il se fait bouffer. C'est la course. Ce qu'aime bien Francis Allais, c'est que cet arbre-là, là il s'est ouvert, mais dans les cavités il est décomposé et l'arbre se nourrit de sa propre décomposition. Donc là, au pied de l'arbre, tu vois, l'insertion des racines, il y a ce qu'on appelle une dendrothelme. Donc c'est une cavité avec de l'eau. Et actuellement, on mène des recherches pour savoir qui c'est qui vit là-dedans. Et en fait, il y a énormément de choses, et en particulier dans ce qu'on appelle la méiofaune. Donc la méiofaune, c'est la toute petite faune que tu ne vois pas à l'œil nu. Et donc là, on a installé un piège photo pour regarder en fait qui fréquentait en fait
cette petite zone aquatique, pour savoir justement s'il y avait des liens de dispersion des organismes, des petits organismes, d'une dendrothelme à l'autre. Donc on étudie plusieurs dendrothelmes, on regarde de quoi elles sont constituées, et on regarde finalement qui sont les vecteurs les plus importants de dispersion dans ces dendrothelmes. Alors là-dedans, on a déjà pris du crapaud commun, on a une couleuvre à collier qui est passée, il y a et puis il y a les animaux qui viennent boire, les oiseaux en particulier, citelle, grive, draine, merle, le jet, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, le grimpero des jardins, petits mulots aussi qui rentraient, qui vont boire, des lézards qui viennent boire aussi. Et évidemment, ce type de dendrothelme, il est vachement plus présent dans des forêts qui sont en libre évolution avec des très gros arbres qu'avec des forêts où on coupe où on enlève les arbres avant qu'ils soient gros. Plus tu es gros, plus tu vas avoir ce qu'on appelle de dendro-micro-habitat, c'est-à-dire d'habitat lié aux arbres. Que ce soit les champignons qu'on a vus tout à l'heure, les gros champignons, des brisures de branches, des écorces décollées, tout ça c'est des ce qu'on appelle des dendro-micro-habitats qui vont abriter tout un cortège de faune important. Donc plus l'arbre est vieux, et plus il va assurer son rôle de HLM biodiversité, quoi. On a montré qu'en fait sur les 9400 espèces qui sont répertoriées, tu as près de la moitié qui sont liées au stade de décomposition en fait, du bois et aux vieux arbres et aux bois morts, quoi. Trop génial, si tu l'as, c'est super. Hop. Alors ça c'est un scolite super rare en fait. Pourquoi super rare ? Parce qu'on le trouve que dans 3-4 endroits en France et qui ne s'est pas trop étendu jusqu'à présent. Ah ouais, c'est trop magnifique ça là. Ah c'est beau ça. Oh là là. Hop là. Bon ben voilà, c'est un peu. Il y a même un blob là d'ailleurs. oui, là-haut. Là-haut. Hein. Ouais, ça c'est un blob. Hein. Donc ça c'est un blob donc, qui bouffe peut-être le mycélium du champignon. Là celui qui est au-dessus là. Ça c'est du blob aussi. Tu vois qui est en train de grimper là-dedans là aussi. Là. Donc c'est rigolo, il y a quand même du matos là. Alors, peut-être par les deux. Une espèce de truc. Hop. Une photo débile. Hop. Ça c'est des trous de Rosalie alpine. Donc c'est un très joli coléoptère, un capricorne, là, bleu et noir, bleu turquoise et noir, qui est magnifique, et aussi une espèce très importante en termes de conservation des forêts, qui est inscrite à Directive Habitat, parce qu'on la trouve aussi dans des forêts un petit peu comme ça. Mais c'est beaucoup moins exigeant qu'Osmoderma eremita. C'est beaucoup plus intéressant comme marqueur d'avoir Osmoderma eremita que d'avoir Rosalie alpine, que tu vas pouvoir trouver dans des forêts exploitées finalement. À partir du moment où il y a quand même un petit peu de bois mort au sol, tu vas pouvoir conserver cette espèce-là. Mais bon, elle est quand même. On ne trouve pas Osmoderma, on trouve pas la Rosalie alpine partout, quoi. C'est Oedipoda cerulea parce qu'il a les ailes bleues quand il vole. Et tu verras, il y en a d'autres qui ont les ailes rouges, qui sont Oedipoda germanica. Et donc là, tous les bouts de bois que vous voyez qui sont au travers de la rivière et tout ça, qui à partir de 10 cm de diamètre, tous ces bouts de bois sont cartographiés et on les suit à chaque crue, savoir qui s'en va, qui ne s'en va pas. Pour compléter le sujet, on a des bûches qui sont équipées d'une puce et qu'on peut suivre comme ça le trajet. Il n'y a jamais de lentilles à la Massane, quasiment jamais. Ça veut dire que l'eau commence à stagner, ouais. Et ça, c'est pas bon signe. Comme il n'y a pas de courant, ça se concentre en sels minéraux et donc ça explose au niveau des algues. Alors après, c'est pas inintéressant, hein, parce qu'il y a plein d'organismes qui décomposent après le bois, la matière dans l'eau et tout ça, et qui sont quand même intéressants. Donc ça, c'est la cartographie, en fait, ce dont je vous parlais, c'est l'Observatoire des arbres hein, qu'on a monté en l'an 2000, hein, qui était établi en l'an 2000. Et là-dedans, là, en gros, là, dans ces 10 hectares qui sont clôturés derrière nous, tu as 30 000 arbres. Et donc tous les arbres sont répertoriés, géoréférencés, et donc on peut passer, visiter chaque arbre, ce qu'on fait, visiter chaque arbre adulte deux fois par an. Et quand il y a un événement exceptionnel, que ce soit un gros coup de vent ou machin, on essaye aussi de passer pour regarder l'impact qu'a eu cette perturbation majeure, quoi. Donc en gros, tu vois là, A1, c'est là où démarre
le carré, et si tu regardes derrière, tu vas voir le gros chêne qui est là-haut, avec le deuxième qui est au-dessus, tu vois. Les deux là qu'on voit là derrière, là-bas. Tu vois la cartographie, enfin tu peux te repérer. En vert, c'est les chênes, en bleu, c'est les hêtres. Et en jaune, là, en gros, c'est plus ce qui correspond à du milieu méditerranéen avec des chênes verts. Et en fait, ça correspond à des zones rocheuses. Et on voit que dès que tu es sur des zones rocheuses, le hêtre, il a du mal à s'installer, il fait très très chaud. Donc on est vraiment en limite de répartition pour le hêtre. Ça explique un petit peu qu'on soit à ce qu'on appelle un poste avancé du changement climatique. En fait, le hêtre, il est à très basse altitude et donc il souffre d'énormément de paramètres, de perturbations, dont vont souffrir éventuellement et certainement toutes les hêtraies plus au nord et toutes les forêts, c'est-à-dire canicule, sécheresse, des vents très violents, des pluies très violentes. Et ça, nous, déjà en milieu méditerranéen, on le vit. Il y a celle-là qui correspond aux 10 hectares, donc vous aviez 30 000 arbres. Et puis après, on a fait de même pour la ripisylve. Alors on voit qu'il y a beaucoup de couleurs à l'aval. Donc les couleurs correspondent aux différentes essences des arbres. Et plus ça va, devenir bleu en fait. Plus ça va devenir que du hêtre. Donc en bas, il y a beaucoup d'essence et c'est très mélangé. Et on va pouvoir noter comme ça aussi au fur et à mesure du temps, des années, la remontée par exemple d'espèces méditerranéennes le long du cours d'eau, voir quelles sont les vitesses de dispersion et d'avancée des différentes essences d'arbres. On voit plein de petits morceaux. Ouais. C'est toutes les branches d'arbres qui sont notées à partir de 10 cm. Et on suit comme ça aussi la dynamique de dégradation du bois. Ouais. Alors quand on est dans le cours d'eau, c'est plus de la disparition parce que chaque fois qu'il y a une crue, ça disparaît. Mais à l'intérieur de la réserve intégrale, par exemple, tous les morceaux de bois là, que vous avez là, ouais, ça nous permet de suivre la véritable vitesse de dégradation du bois dans la nature. Un hêtre qui est gros comme ça, là, qui est plus gros que moi, il va mettre une trentaine d'années à se décomposer. Donc c'est un peu pour avoir les vitesses. Alors qu'un chêne, il va mettre plusieurs siècles. Alors on va passer à celui-là. Hop. Alors là c'est le panorama du désastre. Et donc on a pu suivre en fait les effets de la canicule et de la sécheresse de 2003. Et donc là, on a fait une sortie avec que les hêtres. Enfin, en 2004, on a noté 5% des hêtres qui étaient morts de la canicule de 2003. En rouge, c'est les morts. En jaune, c'est ceux qui sont notés dépérissants. Dépérissants, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand il commence à avoir des branches dans le feuillage qui sèchent, où il y a eu des embolies, enfin ce qu'on appelle des cavitations chez les arbres. Et vous voyez l'évolution, en fait, plus ça va, plus ça devient rouge. Et en fait, un épisode de canicule comme 2003 va marquer sur plusieurs dizaines d'années, en fait, la forêt. Et comme vous avez eu en plus derrière 2006 qui était l'année la plus chaude, 2009 qui était la plus sèche à la Massane, en tout cas enregistrée depuis 59, etc., etc. Et vous avez comme ça là, une succession qui fait que les arbres ils prennent de plus en plus. Et on arrive en 2022 à en gros presque un quart des arbres qui sont morts sur notre suivi. Donc des arbres adultes. Alors ça correspond certaines années à des taux 6 fois supérieurs à ce qu'on observe ailleurs dans d'autres hêtraies. Donc c'est vraiment l'idée de poste avancé du changement climatique à la Massane. Donc comme dans les populations humaines, c'est les plus fragiles qui prennent. Hein. Le danger des arbres, parce que ça revient souvent. C'est revenu même à l'intérieur du réseau des réserves naturelles. C'est qu'on parlait de la libre évolution et tout ça. Et forcément, pour les gens, la libre évolution, c'est dangereux, quoi. On a peur du sauvage, en fait. On a peur du réensauvagement. Et donc, le truc qui revenait, c'est que pour les agents, il fallait absolument que ce soit marqué dans le plan de risque là, des agents qu'on travaillait dans une forêt en libre évolution et qu'on avait des chances de prendre un arbre sur la figure. Et alors moi, je suis intervenu en leur disant, écoutez, moi je préfère, ça fait 30 ans que je suis à la Massane, et je vous le dis franchement, je préfère être à la Massane quand il y a un gros cataclysme qu'être dans la forêt des Landes, hein, où tout tombe. Où tu prends des milliers d'arbres sur la figure, c'est des gros chablis énormes qui tombent. Dans une forêt comme la Massane, tu vas avoir 1, 2 arbres qui tombent, c'est bien moins dangereux que sur le truc. Donc le risque, il faut l'évaluer différemment. C'est pas... Voilà, les arbres qu'on voit là autour de nous, là, qui sont tombés... l'arbre à droite, il est tombé il y a 3 ans, celui-là, il est tombé il y a 20 ans, et celui-là, il est tombé il y a 40 ans. Alors ça met à se décomposer. Alors on voit tout le bois mort, on se dit on va en prendre sur la figure. Mais en fait, il ne tombe pas tant que ça, quoi.
En fait, ça ne tombe pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça peut tomber. Il ne faut pas non plus nier le risque total. Un vieil arbre, au bout d'un moment, il va finir par tomber. Mais quand il y a un accident et qu'il y a un cataclysme, eh ben, c'est bien plus dangereux dans une forêt exploitée que dans une forêt comme celle-là, quoi. Ça, c'est des vents qu'on soufflait à 180 km/h il y a quelques mois. Donc tu vois, il y a encore les feuilles, il est mort il n'y a pas longtemps. Tu vois qu'à la Massane, eh ben, il n'y a pas 36 000 arbres par terre. 180 km/h dans les Landes ou ailleurs, c'est des centaines d'arbres qui sont par terre. Et ce qu'on disait sur la sécurité, moi je préfère être ici, franchement, où il y a un arbre qui tombe de temps en temps, que où il y a tous les arbres qui tombent, tu vois. Donc voilà, et on voit l'enracinement du hêtre. Alors l'enracinement du hêtre, là, il part toujours avec une galette, en fait, parce qu'il a un enracinement très superficiel. Quand il y a beaucoup de vent, ben, il part avec sa galette. Et la galette devient un habitat super intéressant. La Massane se situe en contexte méditerranéen, on est entouré de végétation méditerranéenne, ce qui fait qu'on est fortement soumis au risque incendie. C'est une question fondamentale et qui se pose de plus en plus aujourd'hui dans le cas d'un réchauffement climatique global que l'on a documenté à la Massane avec une élévation des températures et une diminution de la pluviométrie. Donc effectivement, c'est un point qui nous questionne fortement. Par contre, ce que nous, on a documenté et ce que l'on continue de documenter, c'est que déjà, d'un premier point, le bois mort qui est au sol fonctionne comme le paillage en jardinage. C'est exactement le même principe. Il va à la fois garder de l'humidité et puis il est truffé de champignons, de petits insectes qui vont venir le décomposer. Ce qui fait qu'en termes de combustible, ce n'est pas un très bon combustible. Tu vois que là-dedans, il y a de la flotte. Et donc, en fait, ces gros arbres-là, c'est des éponges aussi. Et donc, ils sont super importants dans tout ce qu'on dit par rapport aux grands feux forestiers, tout ça. Les vieux arbres comme ça, c'est des réservoirs d'eau. Il n'y a pas d'études scientifiques aujourd'hui qui documentent le fait qu'une forêt en libre évolution serait plus inflammable qu'une plantation monospécifique ou une autre typologie de forêt. En tout cas, ce qui ressort aujourd'hui de la connaissance, c'est qu'une forêt qui va être diversifiée, avec des feuillus, différents types de classes d'âge, eh bien, elle sera moins sensible à l'incendie. D'autre part, là, on se retrouve en hêtraie, dans des contextes plus frais. On sait de fait aussi que le hêtre est une essence qui va être moins favorable à la combustion. Ce n'est pas le cas de la végétation typiquement méditerranéenne qui est pyrophile, donc qui va avoir besoin du feu, notamment des fois pour que les graines germent. Je pense aux bruyères arborescentes, je pense aux cystes, à toutes ces essences qui vont être plutôt favorables au feu. D'ailleurs, le chêne-liège en est un très bel exemple parce que son écorce le protège du feu et lui permet de repartir après un incendie. Donc aujourd'hui, sur la question des incendies, les éléments aussi qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'essentiel des incendies sont d'origine humaine. Donc c'est aussi à nous de faire cet effort de vigilance vis-à-vis de ces questions. Et ça, c'est le premier point qui est fondamental. Et donc ça passe aussi par le fait de ne pas pénétrer toujours plus loin dans les massifs avec des véhicules, fumer, faire un feu. Il y a des moments de l'année où non, ce n'est pas possible et c'est la responsabilité de tous en fait. Aujourd'hui, un feu ne se maîtrise pas. On peut éventuellement protéger des biens et des personnes évacuées, mais on ne peut pas maîtriser le feu. Ça, c'est une vision complètement utopique. La seule chose qui peut nous sauver, c'est des conditions météorologiques qui vont être plus favorables pour qu'il s'éteigne. C'est les seules garanties que l'on a. Donc le meilleur feu, c'est celui qui ne démarre pas. Toute présence humaine est source de perturbation du milieu, est source de perturbation de l'écosystème et donc notamment dans ces périodes critiques comme on est actuellement, potentiellement de départ de feu. Donc effectivement, moins il y a de présence sur certaines périodes de l'année, mieux c'est. À la fois pour la tranquillité du reste des êtres vivants qui sont sur place, qui vont nidifier, etc. Et à la fois pour limiter ce type de risque et de pression, parce que c'est tout un tas de pressions. Aujourd'hui, à la Massane, on a 40 000 visiteurs annuels. Au début des années 90, c'était 6 à 7 000 personnes. C'est une pression qui est en augmentation constante et qui, effectivement, va avoir des répercussions sur du long terme.
Il y a des entomologistes qui sont venus et qui l'ont ouvert pour venir chercher les insectes rares. Donc ils ont cassé, tu vois, c'est frais, tu vois. Et donc ils ont ouvert la cavité, ils ont sorti le terreau pour chercher des espèces éventuellement qu'ils auraient pu trouver dans ces carrés rouges qui sont des endroits où tu peux trouver des espèces rares. Sauf que là, ils ont foutu en l'air 200 ans d'évolution et peut-être 300 parce que le truc il pourrait peut-être rester encore 100 ans sur place. Donc ils ont foutu tout en l'air, là, un mécanisme qui met des centaines d'années à se faire. Ils l'ont foutu en l'air pour leur propre intérêt, pour leur petite collection, de trouver un insecte et tout. T'as pas le droit de faire ça, quoi. Tu sais très bien que ça met plusieurs centaines d'années à se faire. La mort de l'arbre, la constitution du terreau, les espèces qui sont venues décomposer. Et le mec, il arrive, il ouvre la cavité, terminé, quoi. L'homme, il a du mal à laisser la place à la nature et laisser la nature pour la nature, quoi. Il faut toujours que ce soit notre profit, quoi. C'est quand même terrible, hein. Et donc on a du mal quand même à avoir cette idée-là de se dire, bon, bah, la nature, elle est là, et puis voilà, elle est là pour elle n'est pas forcément là que pour nous, quoi. C'est vrai qu'on s'est engagé dans des voies qui sont difficiles maintenant. Il faudrait qu'on ait la même énergie à restaurer et intégrer, si tu veux, la nature dans notre vie qu'on a fait pour la détruire. Parce qu'on a mis de l'énergie pour tout foutre en l'air, hein, donc dans nos montagnes, partout, quoi. Sur les Pyrénées, on a fait un inventaire des vieilles forêts, alors c'est pour donner un petit peu les chiffres, tu vois. On est à 4%, tu vois, de vieilles forêts, d'anciennes forêts. De celles qui sont protégées, par contre, réellement protégées, il n'y en a pas, c'est 0,015% du territoire. Donc il n'y en a pas. Et donc sur des forêts intéressantes, à l'échelle de l'Europe, je crois qu'ils étaient montés à 3 à 4%. Après, tu as des pays où ils ont protégé un peu plus, quoi, où tu peux avoir jusqu'à. Ils ont des ambitions en tout cas plus importantes, avec 10% de forêts complètement protégées. Voilà, bon, il faudrait à minima qu'on arrive, nous, en France, on est pays riches, j'allais dire 20, mais non, 30%, voilà. C'est comme, on revient sur la chasse. Tu vois, sur la chasse, c'est un lobby, c'est un jeu, hein, en fait, c'est un jeu quand même, hein. Donc c'est une activité, c'est pour s'amuser, hein. Donc on dégomme des êtres vivants. 80% du territoire est chassé, quoi, dans les communes. Et en fait, même plus, c'est 90. Enfin, hormis les zones urbanisées, c'est 90% du territoire qui est chassé et 10% obligatoire mis en réserve de chasse. Mais non, mais moi je dis c'est l'inverse. C'est 10% chassés et 90% en gestion pour la faune, quoi. C'est incroyable qu'on soit sur des chiffres de ce type-là. Et pour les forêts, c'est pareil, c'est pareil. Il faut inverser complètement notre vision du monde et puis être respectueux, voilà, de cette nature, quoi. Aujourd'hui, on imagine faire de la chimie verte et des carburants et de tout et n'importe quoi avec la forêt. Je pourrais vous empiler tout ce qu'on imagine faire avec la forêt, mais c'est incroyable. Il faudrait 14 forêts françaises, quoi. Voilà. Donc, plus on sera sobre, plus on pourra faire de la libre évolution. Et si on accepte le chiffre de 25%, la vraie question est d'arriver à territorialiser ce schéma, cet objectif. Et ça va être très compliqué. Territorialiser cet objectif de manière à ce qu'il n'y ait pas 40% dans les Alpes et au fin fond des Pyrénées ou 80% et 0% sur le Massif central, en Lorraine et en Bretagne, quoi. En France, on a à peu près, parce qu'on ne sait pas très bien, 2 à 3% de vieilles forêts et qui ne sont pas forcément protégées. Donc on manque de connaissances et en plus elles manquent de protection. On sait qu'à l'échelon national, on a 0,24% de nos forêts qu'on ne touche pas, que nous n'avons pas le droit de toucher, et ça pour des temps très longs. C'est-à-dire avec un mode de gestion en libre évolution, où il n'y a pas d'abattage. C'est extrêmement peu. Aujourd'hui, c'est les seules forêts qu'on a protégées en France et dont fait partie la Massane. Donc il y a un réel effort d'amélioration de la préservation à la fois des vieilles forêts, mais aussi de forêts de manière globale, qu'elles soient jeunes ou vieilles, peu importe, pour que l'on laisse le temps à ces écosystèmes forestiers de vieillir, de maturer et d'acquérir toute la résilience possible face aux effets du changement climatique. On est dans une période terriblement sèche, on en souffre tous, c'est parce qu'on n'a pas assez de grandes forêts. Donc, une vraie raison d'accepter ce genre de choses, c'est que ça augmenterait la pluviométrie. Le dérèglement climatique auquel on est obligé de faire face en ce moment, c'est l'exploitation des carburants fossiles, d'accord, mais c'est aussi la déforestation. Lorsque ce qu'on a appelé les moines défricheurs, dans le haut Moyen-Âge, ont commencé à couper la forêt primaire, c'était pour assainir le climat. Il pleuvait trop.
Il pleuvait trop. On sait maintenant qu'il y a un lien extrêmement fort entre la forêt et la pluie, à condition que la forêt soit d'une taille suffisante. Ce n'est pas un tout petit morceau, mais la forêt fait tomber la pluie. L'histoire de la Massane, elle est vraiment particulière parce que si elle nous est arrivée aujourd'hui dans cet état si exceptionnel, c'est parce qu'il y a eu tout un tas de générations qui se sont succédées et qui ont préservé ce site de façon différente. Alors on sait qu'on a un sanctuaire par exemple naturel gréco-romain sur les crêtes qui ont probablement sanctuarisé à leur façon cette forêt. Il y a deux dimensions qu'il faut prendre en considération, notamment à la Massane. À la fois, c'est une forêt ancienne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu un couvert forestier ici depuis des temps très anciens, les dernières glaciations. Les arbres que l'on voit autour de nous sont relativement vieux, ils ont plus de 100 ans. Et donc ça, c'est une vieille forêt. Donc c'est vraiment deux dimensions différentes entre la présence de la forêt dans des temps anciens, ce qui est l'ancienneté, et la présence des arbres actuels qui sont vieux. On peut très bien avoir des forêts anciennes, je pense par exemple à la forêt du Ciron, mais où les arbres finalement sont très jeunes parce qu'il y a eu des coupes et où il n'y a pas ces vieux arbres comme on peut observer à la Massane. C'est vraiment deux aspects de temporalité différentes des écosystèmes forestiers. C'est un endroit vraiment assez phénoménal quand même, la Massane, parce que il y avait l'hypothèse d'un refuge glaciaire qui a été confortée par la génétique justement, puisqu'on est une des 9 lignées génétiques qu'on va trouver en Europe à la Massane. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu ce classement au patrimoine mondial, parce que cette hêtraie était une lignée originale de l'ensemble des hêtraies qu'on va trouver à l'échelle du sud au nord de l'Europe. Et donc pendant les glaciations, en fait, les hêtraies ont pu se maintenir ici sur le bord de la Méditerranée, mais à différents endroits, en Italie, en Grèce. Et donc plus tu vas t'éloigner en fait de la Massane, par exemple, si on prend pour la lignée de la Massane, plus tu vas t'éloigner, plus tes arbres en fait, ils vont être appauvris génétiquement. Et en fait, tu calcules la vitesse de déplacement de ces arbres en fonction justement de cet appauvrissement génétique. Et donc on calcule les vitesses de déplacement des arbres. Là, le hêtre, par exemple, il a recolonisé le nord de l'Europe à entre 150 et 300 mètres par an de déplacement. Donc les arbres se déplacent quand même, quoi. On peut dire que les arbres se déplacent. Il y a 8000 ans, à la Massane, il y avait du sapin, c'était une hêtraie sapinière, il n'y a plus un seul sapin, il a disparu il y a 1600 ans. Il y avait des bouleaux, il y avait énormément de noisetiers, donc tu avais des essences de périodes plus froides, quoi. Donc on voit bien les successions, tu vois, des différentes glaciations, des glaciations. Et donc toutes les faunes qui ont suivi, etc. Donc le climat a joué sur la disparition de certaines espèces, mais l'homme il a intervenu évidemment aussi sur toutes les grosses. Alors à Tautavel, c'est un gros centre de recherche européen en fait. Moi, je ne sais pas le statut exactement, mais en gros c'était des recherches archéologiques avec l'homme de Tautavel, tu vois, 430 000 ans là. Et derrière, ils ont essayé, ils ont travaillé, si tu veux, parce qu'il y avait ce crâne qui était là, mais il y avait aussi tout un tas d'ossements. Et donc c'est de la paléo environnement en fait qui font là-bas. Et donc ils retracent un petit peu tous les climats qu'il y a pu y avoir depuis les couches sédimentaires sur lesquelles ils peuvent travailler. Donc ils remontent, je ne sais plus, mais à plus de 400 000 ans sûrement. Donc aujourd'hui on a des informations qui remontent à peu près moins 6000 ans, moins 8000 ans. Sur la formation de la végétation ici, mais on aimerait aller voir un petit peu plus loin et c'est là où il faut qu'on aille questionner les équipes notamment de Tautavel qui travaillent sur ces questions de végétation dans le temps passé.
Je suis archéologue, paléontologue, spécialiste des grands mammifères pléistocènes. Et donc je travaille sur les fouilles archéologiques, notamment de la Cône de l'Arago ici à Tautavel, où on s'intéresse notamment aux environnements contemporains de ces hommes anciens. On est sur un chemin qui n'est pas accessible au public, spécialement pendant cette période touristique, puisque l'accès au site, qui est un site naturel, est réglementé. Donc là, on emprunte le chemin qui est un petit peu dédié aux personnes qui travaillent sur le site. Donc nous voici au pied de la Cône de l'Arago, grotte préhistorique fameuse, dont l'accès au public pour l'instant n'est pas possible, mais où les recherches se poursuivent toujours. Juste, je vais faire une photo parce qu'on a l'aigle royal qui nous contemple au-dessus là. Une espèce qui était déjà présente il y a un demi-million d'années, ici, dans la vallée de Tautavel. Depuis la Cône de l'Arago, on a un très beau point de vue sur la vallée de Tautavel, au fond de laquelle circule la rivière du Verdouble. Alors bien évidemment, actuellement, le paysage est modifié en profondeur par les activités anthropiques et en particulier par la viticulture. Mais si on se projette ou on se transpose il y a à peu près 500 000 ans ou 550 000 ans, évidemment, il faut imaginer un paysage totalement différent. Alors pas tellement au niveau de la topographie ou de la géomorphologie, parce que de ce point de vue, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les falaises sont toujours, bien sûr, à la même place. Simplement, l'altitude du lit de la rivière était un petit peu différente. Mais globalement, on avait à peu près la même topographie. Mais c'est surtout au niveau de l'environnement végétal et du paysage végétal que les choses pouvaient être très différentes. En particulier lors des périodes glaciaires, des périodes les plus froides, où il faut imaginer une couverture là en fond de vallée de type toundra stépique, peuplée de grands troupeaux d'animaux comme les rennes par exemple. L'alternance de périodes glaciaires interglaciaires qu'on enregistre ici à la Cône de l'Arago et qui s'opère pendant la grande période que l'on appelle du Pléistocène moyen, cette alternance, elle suit une périodicité, une cyclicité d'à peu près 100 000 ans. Donc ce sont des cycles de très longue durée et de très grande amplitude où, grosso modo, les périodes glaciaires sont quand même de plus longue durée, qui durent à peu près 80 000 ans et entrecoupées de périodes interglaciaires plus courtes d'à peu près 20 000 ans. Donc ces transitions paysagères qui s'opèrent se font vraiment sur du temps long, sur plusieurs millénaires. Le temps justement aux espèces de se mettre en place, aux dynamiques végétales de se mettre en place et aussi aux espèces animales qui peuplent ces paysages de s'installer. Ou parfois, bien sûr, d'évoluer sur place. S'agissant de l'exploitation de la forêt, pour ces périodes anciennes, l'impact des hommes sur leur environnement végétal est relativement mineur, puisqu'en fait, ils vont s'approvisionner, aller rechercher quelques ressources alimentaires, également des éléments pour confectionner leur arme de jet, pourquoi pas quelques structures d'habitat, mais l'impact reste tout à fait modéré sur les forêts alentours. En revanche, cet impact sur la forêt, bien évidemment, va devenir de plus en plus impactant à partir de l'instant où l'homme va se sédentariser et défricher pour un certain nombre d'activités, en particulier pour ces activités pastorales, pour également l'agriculture et surtout pour les activités liées à la métallurgie à partir notamment de l'âge du bronze. On a retrouvé
les restes emblématiques d'hommes de Tautavel, hein, datés à 450 000 ans. Donc là, on est pratiquement 100 000 ans plus vieux, et avec donc une richesse faunique très très impressionnante. Hein. On le voit là, le sol d'occupation on distingue même difficilement le sédiment entre les pièces osseuses et les outils en pierre taillée ici. Donc c'est vraiment un enchevêtrement d'objets très très denses, dans lequel on va retrouver principalement ici du cheval. Donc là, on a vraiment des restes de chevaux, là, une dent par exemple, ici, et du renne. Donc il y a un binôme un peu récurrent pour ces périodes qui correspondent à un climat froid et sec, avec un paysage donc, de toundra stépique, hein, comme on l'a vu. Donc ici, là, une petite mâchoire de renne. C'est cette richesse, cette paléobiodiversité donc très riche, qui va nous renseigner sur ces environnements contemporains de ces hommes anciens. Toutes ces recherches permettent de suivre un peu l'évolution des climats, des paysages et des environnements au cours de la longue période du Pléistocène, et donc d'essayer de voir si ces changements environnementaux, notamment, ont pu avoir un impact sur l'évolution à la fois biologique et culturelle de ces groupes humains. Les forêts, comme écosystèmes de forêts mixtes, elles ont plusieurs dizaines de millions d'années. Les gymnospermes, c'est à peu près 200 millions d'années. Les conifères, les angiospermes, c'est à peu près 130 millions d'années. Donc les forêts mixtes, c'est 130 millions d'années. La remontée de la forêt mésolithique, c'est 10 000 ans. Donc on vit en forêt depuis 10 000 ans, alors qu'elle a 130 millions d'années. La gestion forestière dite rationnelle, c'est 300 ans. Et la foresterie contemporaine, c'est quelques décennies. Pour une forêt qui a 130 millions d'années. Donc non, elle n'a pas besoin... La forêt, moi je soutiendrai, et je te provoque en disant ça, que la forêt n'a pas besoin du forestier pour déployer ses propres plénitudes. Sous la terminologie de forêt, on regroupe énormément de choses. À la fois des champs d'arbres, des jolies plantations bien propres, et puis à la fois des vieilles forêts anciennes en libre évolution comme à la Massane. Cette dénomination commune, elle pose vraiment question de notre rapport à la forêt et de notre vision de la forêt. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens pensent se promener dans une forêt, dans un écosystème forestier. Or, en fait, ils se promènent dans le pire des cas une plantation et dans le meilleur des cas une forêt très jeune qui a été soumise à de nombreuses coupes. Et on a une vision extrêmement hygiéniste. On ne veut pas avoir de bois mort au sol, on veut que ce soit bien ordonné. Et on a imposé ça aujourd'hui de manière très forte à l'ensemble des forêts françaises, quasiment, toutes celles qui nous sont accessibles. Et aujourd'hui, on doit vraiment reconsidérer notre rapport à la forêt et qu'est-ce que c'est que la forêt. Vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un écosystème forestier. Parce que c'est ça qu'on doit préserver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la forêt. Je dis ça parce que moi, je l'ai vécu la première fois que je suis montée à la Massane. J'avais 25 ans. J'ai fait des études universitaires en écologie. Je pensais savoir ce que c'était qu'une forêt. Je suis arrivée à la Massane. J'ai compris que je n'avais jamais vu un écosystème forestier. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, malheureusement, à avoir eu ce choc en arrivant ici. Et là, il y a un vrai travail de reconsidération et de changement de notre vision de la forêt aujourd'hui. Dans notre représentation, la forêt, c'est un endroit un peu sauvage, un peu mystérieux, où il y a des arbres. Mais la forêt, c'est pas seulement des arbres. C'est des insectes, c'est des micro-organismes, des bactéries. Alors des champignons, ça on sait qu'il y a des champignons en forêt, parce que bon, les gens aiment bien ramasser les champignons en forêt. Et c'est des animaux, etc. Mais c'est aussi la forêt un endroit qui de tout temps où les humains ont trouvé de la ressource. Ils ont trouvé du bois, ils y ont trouvé aussi des plantes à manger, ils y ont trouvé
oui, toutes sortes de choses. Par exemple, dans ma commune, il y a eu, depuis le Moyen-Âge, il y a eu une petite sidérurgie. Avec de la plante, avec donc l'utilisation du hêtre pour qu'on coupait, on faisait du taillis et on coupait les hêtres tous les 20 ans ou 30 ans pour faire du charbon de bois. Ça a créé d'ailleurs une grande guerre qui s'est déroulée aussi en Ariège pendant toute la première moitié du 19e siècle, où les forêts qui étaient des propriétés féodales, qui appartenaient à un seigneur, mais qui laissaient ses manants, enfin les habitants du village, ils les laissaient aller dans la forêt pour aller chercher du bois, pour y faire passer le bétail, parce que, puisque le bétail passait dans la forêt pour aller au pâturage qui était plus haut. Et à la Révolution française, il y a eu la vente des biens nationaux. Les biens qui avaient été confisqués aux nobles ont été revendus à des industriels, à des bourgeois. Et dans ma commune, c'est l'industriel qui exploitait la sidérurgie qui a racheté toute la forêt. Et il a dit aux paysans, propriété privée, vous n'avez plus le droit d'y être. Et on revient à ce qu'il y a maintenant, où nous disons que la forêt est un bien commun. Même s'il y a une propriété juridique de l'État, de la commune, etc., chacun d'entre nous doit pouvoir en bénéficier. Non pas en profiter, mais en bénéficier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et le résultat de ce qui s'est passé à Aesch, dans ma commune, c'est qu'il y a eu un combat, des amendes, etc. Ça a duré pendant 2 générations et ça s'est terminé en 1830 par les habitants du village ont fait un complot où le maire était dans le coup, le curé était dans le coup, pratiquement tout le monde, et ils ont assassiné le propriétaire. Il y a eu procès aux assises à Tarbes, c'est aux archives départementales, et le résultat, c'est qu'au procès, tout le monde, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien vu, rien connu, etc. Et au final, en 1870, la veuve et les filles de ce propriétaire ont accepté de vendre aux familles, puisque les habitants c'était des familles, c'était des maisons, chaque maison a pu acheter, ils ont acheté en commun une forêt, chaque maison a eu une part de la forêt. Et ils étaient malins. Dans le texte de constitution de la société, hein, le groupement forestier, maintenant on dit, s'appelle la montagne particulière de Aesch. Et ils ont dit que les parts ne pouvaient pas être vendues, elles ne pouvaient être que transmises ou cédées à la copropriété elle-même, pour éviter qu'il y ait réaccaparement par quelques-uns. Le groupement forestier existe toujours, nous sommes à peu près 100 copropriétaires environ. Et il y a 15 ans, nous avons décidé que cette forêt était une forêt qui ne servait pas à nous gagner de l'argent, que nous l'avions héritée et que nous voulons la transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible. Ça a été une des premières forêts privées françaises à être labellisée PEFC. On pense que c'est intéressant de la laisser comme ça, et en plus il y a certaines parcelles qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas été exploitées depuis plus de 50 ans, et on est en train d'essayer de voir ces parcelles à ce qu'elles deviennent ce qu'on appelle sous le label vieille forêt. Au regard de ce que l'on peut documenter au niveau de la réserve naturelle de la Massane, on a lieu d'avoir quelques inquiétudes sur certaines pratiques forestières qui perdurent, comme certaines coupes rases par exemple. Ça, c'est des choses qui ne devraient plus avoir lieu, très clairement. Et puis, on peut aussi être relativement inquiet au regard des suppressions de postes, notamment qui se succèdent au niveau de l'ONF. Et qui malheureusement font perdre en expertise et en expérience et en gestion durable de nos forêts. Ils ont un rôle majeur à jouer aussi au travers des réserves biologiques intégrales
pour la protection de nos forêts françaises. Donc effectivement, cette fragilisation de l'ONF ne va faire que fragiliser nos forêts. L'Office national des forêts, il a une image absolument... il avait jusqu'à présent une image merveilleuse pour les gens. Ça représente quelque chose, c'est l'héritage des eaux et forêts, où on avait un établissement public qui protégeait nos forêts publiques, quoi, nos forêts, ce qu'on appelle les forêts privées de l'État, en fait. Hein. Donc c'était quand même nos forêts à tous. Et donc évidemment, c'est un organisme qui se devait d'être exemplaire sur la gestion forestière. Je pense que malheureusement, il y a eu une transformation structurelle des eaux et forêts qui en ont fait un épique là, et qui ont fait que les gens étaient obligés de se payer sur la forêt. Et ça a complètement faussé le rapport qu'avait cet organe qui avait été créé pour la gestion des forêts publiques en outil commercial. Et donc il y a eu une dérive commerciale de l'Office national des forêts qui a été, à mon avis, très préjudiciable à la gestion conservatoire de la biodiversité. Pour moi, c'est une évidence. Il y a des gens qui sont très conscients de la biodiversité, qui sont très très compétents à l'Office national des forêts, avec qui on bosse et qui sont formidables. Mais il y a aussi, pour moi, à la tête de l'Office national des forêts, des gens qu'il faudrait dégommer, je le dis violemment, hein, mais qui ne sont pas dignes de la gestion de nos forêts. Voilà. Et qui prônent une sylviculture détestable, avec du pillage des gros bois. Enfin, pour moi, il donne une orientation et une gestion de la forêt. Moi, qui suis forestier aussi à ma façon, hein, je me considère comme forestier pour avoir étudié la forêt presque toute ma vie. Voilà, je trouve qu'ils ne sont pas dignes de gérer nos forêts publiques telles qu'ils le font actuellement. Et donc, ça crée, on le sent à l'Office national de forêt, des tensions entre les agents et la tête qui sont insupportables, quoi. Avec des gens, tout le monde en a entendu parler, du suicide d'agents parce qu'ils ne sont plus du tout en phase avec ce qu'on leur demande, qui ne sont pas du tout en accord. La plupart des agents forestiers vous disent qu'ils ne peuvent plus aller, qu'ils n'ont plus le temps d'aller en forêt, regarder, faire les martelages. Enfin, c'est grave tout ça, parce que le martelage, c'est quand même le choix que tu fais d'aller sortir de la forêt, cet arbre ou celui-là. Tu vois, ça a beaucoup d'importance en termes de maintien de la biodiversité et de la gestion de ta forêt. Si tu fais même plus ça et que tu délègues ça à des marchands, ils vont te prendre tous les arbres qui les intéressent et puis le reste, ça ne les intéressera pas et puis peut-être qu'ils ne prendront pas, tu vois. Et l'ONF devrait vraiment être un exemple sur la mise en libre évolution des forêts, c'est-à-dire qu'on devrait avoir beaucoup plus de surface en libre évolution dans nos forêts publiques. L'ONF gère en partie la forêt à l'intérieur des réserves. Dans les réserves naturelles, il ne devrait pas y avoir d'exploitation forestière pour moi. Clairement, on devrait être en libre évolution. Il ne devrait pas y avoir de chasse et de pêche non plus. Donc c'est de l'hypocrisie totale. On est dans des réserves naturelles et finalement on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Et puis on rejoint un petit peu cette notion de la perception de l'arbre. En fait, on ne le considère pas comme un être vivant. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'on parle de vivant. Ce n'est pas que du bois qu'on va sortir. Et ça, il y a des gens qui ont du mal à le saisir, malheureusement, encore. Et ça, je pense que les agents de l'ONF, les agents de terrain de l'ONF le savent très bien. À la fois avec l'ensemble de la filière bois et les élus locaux et toutes les associations et la société civile, on doit réfléchir et revoir de manière globale nos filières bois aujourd'hui. Que ce soit pour l'énergie, pour éviter des projets complètement irréalistes et qui vont aller couper du bois et importer du bois de bien plus loin et qui ont énergétiquement aucun sens, mais pas que. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la filière et tous les usages qui doivent être repensés aujourd'hui. On part sur des idées de méga scieries au lieu de réfléchir à des échelons locaux beaucoup plus rationnels. On a complètement perdu des petites scieries locales, y compris dans des zones très forestières. Là, il y a vraiment des choses à réfléchir. Nous, on a le cas localement sur de l'exploitation de chêne-liège, donc pour les levées de liège. On sait que ce savoir-faire est en train de se perdre côté français. On va chercher des entreprises typiquement en Espagne. Alors, c'est pas très loin, mais il pourrait très bien y avoir un développement d'une filière tout à fait locale pour faire de l'isolation écologique et bien d'autres choses. Parce qu'on sait que le liège, en plus,
l'exploitation du liège. Pour le coup, c'est une des exploitations forestières les plus durables parce qu'on ne va pas couper l'arbre, on va juste venir écorcer. Donc c'est tout bénef pour l'environnement, on prélève mais sans abîmer, ou du moins l'arbre en tout cas reste. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de choses localement qui pourraient être mises en place, mais on réfléchit toujours trop gros, je pense. Ah bah là, le feuillage, en fait, t'as un brunissement du feuillage, t'as un dépérissement majeur, et je vois même plus de zone verte, en fait. Et tu vois, il avait commencé à faire ce qu'on appelle une descente de cime, donc perdre un peu en haut. Et là, je pense que malheureusement, c'est la fin pour lui. Tu en vois des signes de dépérissement, de brunissement un peu partout. On enchaîne les saisons sèches et c'est très très dur. Là, la tension, elle est énorme. Les événements climatiques brutaux vont avoir un impact majeur et donc créer des embolies en fait. C'est surtout ça qui va se passer. C'est que la sève ne va plus pouvoir circuler comme nous on ferait une embolie, c'est exactement la même chose chez un arbre. Effectivement, il a des champignons, on voit des amadouviers, des fructifications. Ça, c'est pas forcément un signe qui va mourir dans les 2 jours à venir, ça fait probablement très longtemps qu'il les a. On a fait une étude sur les champignons où on est venu analyser les champignons à la fois sur des arbres en bonne forme a priori, des arbres morts, etc. à différents niveaux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un cortège de champignons constant dans les arbres. Comme nous, notre microbiote est présent à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est pas la fructification, c'est qu'un signe, mais c'est pas forcément un signe de mortalité de l'arbre. On a tendance à souvent couper très rapidement des arbres parce qu'on voit des champignons. Et donc là, c'est sûr que ça fait partie un peu des individus marquants parce qu'il a une forme tellement spécifique, tellement belle. Il a été pris en photo plein de fois par plein de gens différents. Et quand tu vois un individu comme ça disparaître, il va se dégrader encore, il va rester avec nous un petit moment. Mais ça fait toujours quelque chose, quoi. Là, tu vois qu'il y a pas mal de trous aussi. Ça veut dire qu'il y a probablement des insectes saproxyliques, donc ils vont manger du bois, des rosalies, ce qu'on appelle les longicornes, qui viennent ici. Là, tu as des traces toutes fraîches de sciure. Donc là, ça y est, il sert de garde-manger et de maison à plein de nouveaux petits habitants. Je voulais rebondir sur cette histoire de la forêt propre et la question de la mort ou de la maladie en forêt. Pour moi, l'une des puissances de la forêt, c'est que c'est un écosystème qui ne cache pas la mort, qui laisse la mort visible et qui laisse la capacité de la mort à refaire circuler la vie sous les yeux. Et ça, c'est une expérience philosophique importante dans le monde contemporain. Il y a une caractéristique qui saute aux yeux immédiatement, c'est la beauté. Si on rentre dans des détails d'écologie ou de biodiversité du sol ou des choses comme ça, c'est très dur, c'est pas visible et il faut des mois et des mois de mesures pour le démontrer. Tandis que quand vous rentrez dans une forêt primaire, c'est immédiat, vous vous dites
Je ne savais pas qu'une forêt, ça pouvait être aussi beau que ça. Mais je ne voudrais pas limiter les qualités de la forêt primaire à une simple question d'esthétique. Je ne suis pas dépaysé en tant que botaniste, c'est les mêmes arbres que dans le bassin parisien. Par contre, je me dis, mon Dieu, je ne savais pas que ça pouvait devenir aussi gros. Les arbres sont énormes en diamètre de tronc et en hauteur. Donc ça, c'est l'aspect botanique. Il y a des millions de visiteurs de tous les pays du monde venus voir une forêt primaire tempérée. C'est très impressionnant l'attraction que ça a sur les gens. Il faut dire que c'est très très beau, hein. Et puis, il y a les animaux, on les voit très bien. Ils ne sont pas chassés, donc ils n'ont pas peur, donc ils viennent. C'est un patrimoine qu'on essaye de laisser à nos descendants. Nos ancêtres n'ont pas cru bon de garder la forêt primaire européenne. Moi, je ne leur en veux pas. Et à l'époque, il n'y avait pas d'écologie, donc ils avaient cette formidable ressource de bois, ils ont tout coupé. Bon. Mais là, ce que nous voudrions faire, c'est que nos descendants, ils aient ce patrimoine sous les yeux. Alors, il y a une question qui est très très importante. Est-ce que l'être humain, c'est-à-dire vous et moi, des Occidentaux ayant des moyens développés, enfin, est-ce qu'on est capable de vivre à côté d'une végétation primaire sans la détruire? Les Suisses ont fait cette expérience. Je vous raconte ça. Ils ont pris 10 hectares de belles forêts et ils l'ont fait visiter. Et la visite, c'est tous les ans. Donc ça rapporte pas mal. Ils ont pris les mêmes 10 hectares exploités. Alors il y a un gros paquet d'argent au départ, mais c'est une seule fois. Il faut attendre un demi-siècle pour qu'on puisse recommencer. Donc c'est beaucoup plus rentable d'avoir de la belle forêt qu'on fait visiter que de la forêt qu'on exploite. Ça ne résout pas le problème économique, hein, je suis d'accord. On a besoin de bois. Alors on peut reparler de ces plantations qui, elles, sont faites pour couvrir nos besoins en bois. Elles ne sont pas faites pour améliorer la terre ou développer la faune, pas du tout, ils s'en foutent. J'ai rien contre les plantations, c'est utile. Ça a le mérite de laisser le sol couvert, et puis c'est utile, c'est de l'économie. Je ne suis pas contre du tout. Ce qui me dégoûte, c'est quand on appelle ça des forêts. Et quand on nous dit que statistiquement, la forêt française s'accroît. Non, elle diminue. Ce qui s'accroît, c'est les plantations. C'est l'inverse d'une forêt. Alors d'abord, il faut dire que j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle dans des forêts primaires, tropicales. J'étais habitué à ce genre de choses. Quand on est rentré en France, ma femme et moi, je m'aperçois qu'il n'y a plus de forêts primaires en Europe, depuis très longtemps. Moi, ça ne me convient pas, on n'a que des forêts secondaires, c'est-à-dire les beaux arbres sont partis, ils ont été exploités, et la faune, la grande faune, elle est partie, tuée par la chasse. Alors on peut aimer nos forêts secondaires qu'on a en France, je comprends très bien, moi, il y en a que j'aime beaucoup, mais on manque à ce moment-là de la vraie référence, qui est la forêt primaire. Notre projet, il est prêt. Il faut qu'il atterrisse. Mais ce n'est pas à des citoyens comme les adhérents de notre association ou moi-même qui pouvons décider, puis c'est un problème international. Nous dépendons maintenant d'une décision du gouvernement. On a déjà la décision européenne la Commission européenne est totalement de notre côté. Et il y a un choix à faire entre transfrontalier avec la Belgique et transfrontalier avec l'Allemagne. Moi, les deux me conviennent. Moi, je suis à l'échelle de 70 000 hectares. Pas énorme, c'est un carré de 26 km de côté. Alors, il ne s'agit pas de priver la filière bois de son matériau de base. 70 000 hectares, c'est rien. Enfin, ça veut simplement dire que ce qu'on a concédé à l'écologie jusqu'à présent, ce n'était pas assez.
Les pics noirs dans la littérature, un territoire de pics noirs, c'est 300 hectares. À la Massane, sur 180 hectares, tu as 4 couples qui se sont installés. Parce qu'il a à bouffer, évidemment. Si on avait des forêts où il y a à manger, on aurait des densités plus importantes. Mais tu vois, la référence écologique, des écologistes, ils te disent, voilà, le pic noir, c'est 300 hectares. Et ben moi, je dis non, dans une forêt où il n'y a rien à bouffer, c'est 300 hectares. Dans une forêt où il y a à bouffer, ben non, il va être beaucoup plus dense, quoi. Et donc, c'est important d'avoir ces référentiels-là, parce que finalement, ça joue même chez des gens qui sont écologues, quoi. Donc, on a besoin et on manque de référentiels de forêts en libre évolution. C'est pour ça que nous, on pousse tout le temps à avoir des grandes surfaces. Et le projet de Francis Allais de 80 000 hectares, c'est super. Parce qu'en fait, ça comprendrait toute la biodiversité jusqu'aux grands mammifères, quoi, que ce soit les grands prédateurs, tu vois, l'ours, le loup, le lynx, toutes ces bestioles-là. Et puis remettre du bison, peut-être aussi, tu vois, des grands herbivores aussi. Donc ça, c'est super important. Alors, je dois vous dire que j'aurais beaucoup aimé que mon projet de forêt primaire se fasse là. Que je suis proche de la Massane, moi j'aime bien la Méditerranée, ça m'a paru excellent. Et quand j'ai vu cette forêt et le commentaire de Garrigue, je me suis dit mais c'est parfait comme endroit. D'autant plus que de l'autre côté de la frontière espagnole, il y a une très vaste forêt. Or notre projet, il est transfrontalier. Bon, malheureusement, on a été obligé d'abandonner ça, vu le rythme des feux. On a un projet qui est ambitieux et difficile. C'est pas la peine de rajouter en plus des risques de feu comme il y a dans les forêts méditerranéennes. Si on prend un point de vue un peu haut, on voit des traces de feu un peu partout, tout autour. Puis c'est bien connu que ces forêts-là, en fait, on peut dire qu'elles ne craignent pas le feu parce qu'elles sont habituées. Elles repoussent très vite. Oui, mais alors moi ça ne me convient pas. Bon, admettons, ce qui est très probable, que cette forêt, elle aura 2 siècles. Ça, je pense qu'on peut trouver. Ben, il va rester 7 siècles, voilà. Il n'est pas question d'accélérer quoi que ce soit, on ne sait pas le faire. Pas question de planter, c'est juste la nature qui fonctionne. Et la nature, elle nous mène immanquablement à une forêt primaire à condition qu'on lui foute la paix. Elle n'évolue pas si on continue à l'exploiter et si on continue à y chasser. C'est facile à comprendre. Là, elle peut rester secondaire indéfiniment. Et c'est ce qui est en train de se produire en Europe. Bon, nous, on voudrait bloquer ces déprédations humaines. La forêt primaire, par définition, c'est une forêt où il n'y a plus la moindre trace d'activité humaine. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est comment une forêt secondaire devient primaire. Ça n'a jamais été étudié en Europe. On a des très bons résultats dans les tropiques, mais pour l'Europe, non. Je voudrais juste faire remarquer que laisser le temps passer, ça ne coûte rien. Non, parce que j'imagine des financiers qui se croiraient investis pendant 6 siècles, ça je comprends qu'ils rouspètent. Mais laisser la nature travailler, c'est gratuit. Le projet de l'association de Francis Allais de remettre plusieurs dizaines de milliers d'hectares en libre évolution et en protection pour éviter les coupes et la sylviculture permettrait à des secteurs forestiers importants de se régénérer naturellement. Ça veut dire qu'on retrouverait tous les cycles de l'écosystème comme on peut l'avoir à la Massane. Ça, c'est important à différents titres, à la fois pour la biodiversité. L'autre aspect très important et que nous, on a eu à cœur de mener depuis plus de 50 ans sur la Massane, c'est que d'avoir des secteurs comme ça permet de mener des recherches pour la compréhension de l'écosystème forestier et des écosystèmes forestiers. Or, si on veut mener des recherches scientifiques qui soient viables, avec des données quantitatives et qualitatives d'où on puisse tirer vraiment de réelles conclusions, il faut avoir des pattes de temps très longs et avoir la certitude que la forêt soit préservée sur ces pattes de temps très longs. Donc ce qu'on peut espérer d'un projet tel que celui qu'a Francis Allais, c'est justement que ça serve un nouveau laboratoire à ciel ouvert et pourquoi pas faire des échanges avec la Massane d'expertise sur ces questions-là. On travaille déjà ensemble
Et ça pourrait être un deuxième laboratoire de terrain, ce serait formidable. Avant la création de la réserve, l'Observatoire de Banyuls qui étudiait le site s'est largement mobilisé avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les éleveurs ou les citoyens d'Argelès-sur-Mer et des communes environnantes, pour préserver ce site qui finalement, à la fin des années 60, était mis en péril à cause de projets touristiques. On voulait finir une piste qui traverse l'ensemble du massif, construire un héliport, un complexe touristique de grande ampleur. C'était la fin des années 60, la mission Racine. Et donc il y a eu un gros levier de bouclier de tous ces gens et qui, par leur effort et leur combativité, ont réussi à préserver ce site et à créer une réserve naturelle nationale. C'est pour ça que c'est une des premières réserves créées en France. Et aujourd'hui, même si le site est protégé, on sait qu'il faut qu'on garde une vigilance permanente. Les luttes locales, elles sont fondamentales pour la préservation de ce patrimoine-là. Le projet il a été découvert par un élu lors d'une réunion de la CCPL, la Communauté des communes des plateaux de Lannemezan. Il a sorti le dossier de ce projet du secret et puis il l'a partagé avec ses collègues syndicalistes, des associations environnementales, etc. Et de là est née la lutte. On a organisé à partir de là beaucoup, alors je ne me rappelle plus combien exactement, mais des réunions publiques un peu partout sur la chaîne des Pyrénées parce que le projet il aurait impacté l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Et du coup, on a fait la première marche, alors je crois que c'était octobre 2020, me semble-t-il, première marche, où on a eu beaucoup de monde, une grosse manif. Donc pour nous, à la campagne, c'était plus de 1000 personnes. Donc moi, c'était mon premier discours devant 1000 personnes. On refuse ce projet donc, de scierie qui doit s'installer à Lannemezan, mais aussi une centrale de cogénération biomasse dont on entend peu parler, mais dont il faut vraiment se méfier. Et on refusera tous les projets qui ne s'inscrivent pas dans un changement de modèle économique ou vers des systèmes à taille humaine. On refuse que la forêt pyrénéenne soit considérée comme une ressource. On refuse le monopole accordé à cette scierie démesurée. Et on refuse de prendre le risque de détruire notre environnement pour 25 emplois. Après donc, avoir commencé à se mobiliser, on a fait des actions assez régulièrement. On a fait une grosse marche en octobre. Après cette marche d'octobre, on a réussi à obtenir un moratoire sur ce projet, donc, qui a été acté par la présidente de la région. Et le début, en fait, la création d'une nouvelle étude qu'ils appellent étude concertation, à laquelle on a demandé de participer. L'étude concertation, elle n'a de concertation que le nom, parce qu'en fait, ils font un peu leur cahier des charges dans leur coin. On nous a demandé de participer à ce cahier des charges, mais on n'a rien retenu de ce qu'on avait demandé. Contre le projet Florian, il me fait penser à la lutte contre le projet Hercia en 2013, 2012-2013. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, c'était dans le Morvan. Dans le massif du Morvan, on avait à peu près une même forme multinationale belge qui voulait s'implanter sur le massif, avec aussi l'objectif de mettre en place une méga scierie et une usine de cogénération. Et face à la mobilisation citoyenne des habitants et des habitantes du territoire, et le projet a finalement capoté. Et on se rend compte 5-6 ans plus tard que le projet risquait vraiment de piller la ressource locale. Et donc ça a été un véritable succès. Et je souhaite en fait le même succès à la lutte contre le projet Florian. La première marche qu'on a fait, on avait déclaré une marche en forêt pour 80 personnes et on s'est retrouvé à plus de 800, donc on a bloqué toute la vallée, mais c'était involontaire parce que du coup il y avait des voitures partout et que c'était assez fou l'engouement qu'il y a eu autour de cette mobilisation, autour de cette lutte. Et voilà, après en fait on a enchaîné les sorties. Alors nous on a été spécialistes des sorties pédagogiques, donc par exemple comme dans les forêts ici où on travaillait sur... donc il y avait des ateliers de sensoriel, des ateliers sur les champignons, beaucoup de travail sur les vieilles forêts
où on a appris énormément de choses, où on a travaillé sur notre culture commune concernant la forêt. On a compris ce qu'était le travail des forestiers de l'ONF. Enfin voilà, c'était quelque chose de très très vaste, très large. On a fait, je pense, je dirais une dizaine de marches-actions, manifs-actions. Alors c'était pendant le Covid, donc c'était assez compliqué à organiser. Et voilà, jusqu'à arriver, donc on a fait l'appel national pour des forêts vivantes, donc le rassemblement des luttes forestières, où là on s'est organisé avec les autres luttes pour essayer de se mettre un peu d'accord sur la lutte, enfin de faire des actions communes de tous ces collectifs militants contre l'industrialisation des forêts. L'année dernière, au mois de mai, on a organisé donc ici à Nestier un rassemblement des alternatives forestières où on a essayé d'avoir un partage, un retour d'expérience d'autres luttes qui existent en France contre des grands projets inutiles. On a fait venir des personnes de la ZAD de Notre-Dame-de-Lande, d'Adré-Morvan, du Chat Sauvage, etc. Et Gaspard Danès qui est venu à ce moment-là et qui s'est dit tiens, pourquoi pas rester dans cette dynamique de se mettre tous ensemble. On s'est rendu compte que nos luttes étaient souvent un peu dispersées et qu'on avait du mal à se relier, à faire front commun en fait, contre l'industrialisation de la filière bois. Et donc l'idée c'était de justement tisser de nouvelles alliances, créer de nouvelles solidarités et renforcer le lien entre chaque lutte forestière. C'est comme ça qu'est né l'appel pour des forêts vivantes. On a lancé un manifeste qui a été publié sur Reporter, Mediapart et la revue Terrestre. Et cette idée, c'était de ne pas faire une seule action comme une action en coup d'éclat, mais de lancer une campagne de mobilisation sur le long terme avec plusieurs mobilisations, plusieurs actions. Le 16 et 17 octobre 2021, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté à travers la France pour des forêts vivantes. Il y a eu des carnavals sauvages dans les forêts, il y a eu des plantations dans d'anciennes coupes rases, des marches aussi dans les bois. Et donc c'était une belle réussite, une première mobilisation. Et là on s'est retrouvé aussi aujourd'hui, donc en mars 2022, pour faire la première assemblée des luttes forestières. Donc c'est un moment inédit où il y a une quarantaine de délégations venues de toute la France, une centaine de personnes qui sont présentes. Et l'idée c'est de créer une culture commune, d'identifier contre quoi on se bat et de trouver des marges de manœuvre pour pouvoir gagner. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un engouement certain pour la forêt aujourd'hui, une prise de conscience des risques sur la forêt, mais on peine pourtant à avoir des victoires politiques. Il faut lutter contre une vision extractiviste en fait de la forêt, qui voit la forêt comme une forme de gisement et le bois comme un minerai. Donc c'est toute une vision qu'il faut combattre, tout un état d'esprit, et proposer des alternatives, et notamment des forêts vivantes. Donc qu'est-ce que c'est des forêts vivantes? C'est un continuum en fait, de pratiques qui vont de la futaie jardinée, de la futaie irrégulière, jusqu'à des formes de réensauvagement ou de forêts en libre évolution. En fait, il y a tout un panel en fait, de forêts vivantes. Et en tout cas de lutter contre cette industrialisation de la forêt qui s'exprime sous trois formes, je dirais, c'est la multiplication des coupes rases, la surmécanisation aussi des travaux forestiers. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est l'avancée en fait aussi de nombreuses usines à biomasse, le gigantisme en fait d'usines à biomasse. Et aussi surtout, un troisième point, le démantèlement de l'Office national des forêts et la privatisation du service public forestier. Et ça, c'est aussi une menace pour nos forêts parce qu'on a besoin de gardes forestiers qui soient dans nos forêts pour en prendre soin à l'heure du réchauffement climatique. Pour moi, on est au début d'un processus qui va s'inscrire sur le temps long. Et là, on voit, donc oui, il y a une centaine de personnes, peut-être 150, qui viennent de toute la France jusqu'au fin fond des Pyrénées pour parler forêt, pour parler de leur lutte. Des gens qui viennent de Picardie, des gens qui viennent de Nantes. Donc il y a une dynamique et il y a une volonté d'avancer ensemble.
D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vient pas tous des mêmes horizons. En fait, il y a à la fois des professionnels du bois, il y a des sylviculteurs, il y a des syndicats de l'ONF, il y a des zadistes, il y a des collectifs citoyens, il y a des habitants, il y a des associations environnementales. Enfin voilà, et c'est comment, tous ensemble, alors qu'on vient d'horizons différents, on va essayer de construire un front commun parce qu'on sait pourquoi on se bat, on sait aussi contre quoi on se bat. Et donc, on a tout à faire ensemble, en fait. Mais il faut qu'on se rende compte, ouais. Et c'est l'objectif de cet événement. Des luttes syndicales aux occupations, des naturalistes aux professionnels de la forêt, des associations environnementales aux collectifs citoyens, nous tissons le fil d'un même combat pour des forêts vivantes. Nous sommes toutes et tous solidaires. Nous exigeons l'arrêt de tous les projets industriels inutiles et surdimensionnés, et notamment la fin immédiate du projet Florian à Lannemezan. Le point de chute, ça a été une concertation citoyenne qu'on a demandé. Donc c'était depuis le départ notre demande, un moratoire sur ce projet et une concertation citoyenne. Cette concertation citoyenne, elle a eu lieu. Donc ils ont interrogé, donc c'est un audit qui a été fait sur une 60aine de personnes donc c'était les personnes qui étaient je dirais légitime pour parler de ce sujet, mais bon, c'est assez vaste parce que moi j'en ai parlé alors que j'ai été auditée alors que je ne suis pas ni travailleur du bois, mais comme j'étais militante dans cette lutte. Et ils ont audité 60 personnes, ils nous ont fait un retour, donc ils ont combiné un peu tout ce qui s'était dit. Et en fait, c'était la première fois qu'on rencontrait quelqu'un de Florian qui était assis à la même table que nous. Bon, déjà, on était très peu de femmes, je crois qu'on était 4. Ou 5 peut-être. Et en fait, il n'y avait que des pros, que des élus. Et en fait, il y a tout le monde qui parlait et la parole arrivait à moi. Donc j'ai un gros coup de stress et je leur ai dit, je vous entends parler, depuis que je suis dans cette lutte, j'entends parler des arbres comme si c'était des chiffres. J'entends parler des choses qu'il faut exploiter pour faire des profits. Et qu'en fait, moi, je suis là pour vous rappeler qu'on est nombreux à être viscéralement attachés à la vie et que du coup on sera nombreux à la défendre. Eux ils sont dans leurs papiers, dans leurs chiffres et nous on est dans la vraie vie quoi. On avait vraiment des personnes hyper compétentes dans chaque domaine. Donc en fonction des réunions où on allait, c'était des militants particuliers qui allaient. Donc on avait certains qui étaient plus sur le travail du bois, sur les vieilles forêts, sur le côté plus biologie, des syndicalistes de l'ONF. Enfin, il y avait et puis des élus qui comprenaient aussi comment ça fonctionne la politique. Le maire de la commune, une fois où on a parlé, c'était fou, il est parti dans... en fait, pour lui, tout est possible, tout est une question d'idées. Donc on lui disait, il va y avoir par exemple, mais est-ce que vous avez pensé aux camions sur les routes, la pollution, voilà, que ça allait abîmer les routes. Il nous a dit, mais il n'y a pas de problème, j'ai pensé à quelque chose, on va faire des dirigeables qui vont venir chercher les arbres, cueillir, il disait cueillir les arbres en forêt pour les ramener jusqu'à la scierie. Donc la clé de ce type de problème, c'est l'engagement citoyen. Parce que moi je constate depuis longtemps que le niveau de conscience écologique de la population, il est extraordinairement élevé. Vous parlez de ça avec un politicien, il est complètement largué. Ça ne l'intéresse pas, donc il ne peut pas progresser. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations organisées par Touche pas à ma forêt, il y a toujours eu des moments de visite de forêt accompagnés, des moments de création artistique, des moments de lecture de poèmes, des moments de jeux, etc., associant les enfants, les adultes. Et donc pour moi, Touche pas à ma forêt, même si ce n'est pas sa vocation première, est aussi un mouvement d'éducation populaire. Grâce à la lutte, j'ai appris à reconnaître des petits détails. Donc le diamètre des arbres, c'est assez facile à voir, mais par exemple de savoir qu'on doit aimer le bois mort parce que c'est une richesse dans nos forêts, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à cette lutte. Du coup, je ne regarde pas la forêt de la même manière. Il y a une puissance de la forêt dans le contexte d'écologie politique aujourd'hui. À beaucoup d'égards, la forêt est un lieu où se jouent beaucoup de choses, politiquement, symboliquement. Une de ces raisons, c'est qu'à part quand on habite à Paris,
il y a souvent de la forêt autour. Il y a de la forêt partout, en fait. Et cette forêt, elle est, d'une manière ou d'une autre, elle peut appeler notre intérêt, notre mobilisation. C'est ça que j'appelle la territorialisation des luttes. Quand on est confronté simplement, de manière abstraite, à des chiffres de méga-feux de forêt, on ne peut que s'indigner ou se désespérer sur les réseaux sociaux. Dès lors qu'on territorialise la lutte, qu'on cherche un point d'accès, un point d'appui sur une forêt réelle, un massif réel, une question réelle, que ce soit la méga-scierie de Lannemezan, que ce soit un groupement forestier citoyen, ou que ce soit des coupes rases qui sont faites sur la commune, tout de suite, le sentiment de puissance d'agir change. Et donc voilà, moi le point qui m'intéresse dans cette affaire, c'est cette idée de ce que j'appelle un reclaim citoyen de la défense de nos milieux de vie. C'est-à-dire que la question de la forêt, elle a été confisquée. Quand on dit la forêt, c'est un bien commun, on dit nous avons droit de citer sur la manière dont vous traitez les forêts, même si vous êtes des propriétaires privés ou des propriétaires publics. Nous réclamons le droit de nous exprimer et de nous opposer à la manière dont vous traitez les forêts, même si, dans le régime juridique du droit, elles sont privées ou publiques. Et je crois que c'est un usage de l'idée de commun qui n'est pas celui de Ostrom, mais qui est très intéressant, qui est une manière de mettre le pied dans la porte en disant c'est pas parce que c'est privé ou public qu'on n'a pas notre mot à dire, parce que la forêt est effectivement un bien commun. La forêt domaniale est la première aujourd'hui, qui devrait être un bien commun par définition, le bien de tous les citoyens français. C'est là que s'exercent les plus fortes pressions d'exploitation avec les grands domaines privés qui appartiennent aux banques. Moi, avec Canopée, j'ai appris à l'idée selon laquelle des adversaires peuvent devenir des partenaires, selon les dossiers et selon les moments. Donc déjà, stratégiquement, ça bouleverse. Après, ce qui est un adversaire, parce que c'est pas tout est permis, c'est pas open bar, il y a bien des adversaires. Mais moi, je cherche de plus en plus les adversaires sur ces principes-là. Ce sont ceux, pas forcément les personnes, mais en tout cas les discours qui veulent remplacer la vie par la technologie, vous l'avez compris, remplacer sentir par calculer. Et c'est pas la personne qu'il faut accuser, mais le discours qui est là, qui nous éloigne du vivant, qui nous éloigne de l'autonomie, de l'artisanat. Et enfin, les discours ou les personnes qui les portent, qui veulent tout réduire à des échanges marchands, ça c'est pas que forestier, vous le savez bien, qui veulent nous éloigner du réel, briser les liens et nous amener dans une société complètement virtuelle. Voilà. La première chose sur laquelle il faut résister, c'est garder ce sentiment qu'on a du pouvoir. Et donc concrètement, pour la forêt, puisque vous avez compris que j'ai envie de vous associer dans la démarche avec ce petit diagramme-là, il y a une première action, c'est simplement de consommer consciemment du bois, acheter consciemment du bois, c'est-à-dire questionner l'origine des bois, d'où ça vient, l'endroit où vous l'achetez, d'où ça vient, de remonter la chaîne. Et c'est évidemment plus facile quand on achète à une scierie locale que quand on achète à Bricomarché ou je ne sais pas où. Ensuite, vous pouvez questionner les gestionnaires. Comme l'a dit Baptiste, il y a des techniques, il y a des droits. On a des droits aujourd'hui, plus difficiles en forêt privée qu'en forêt publique, mais on a des droits. Et on a aussi, je vais le dire, des passe-droits. On a des moyens de soutenir des actions pour faire changer les lois. Alors ça, Canopée, je vous en ai parlé, mais il y a SOS Forêt, le Snup Fund, il y a plein d'outils en fait, d'associations aujourd'hui. On a des moyens de se réapproprier le foncier avec des outils comme Forêt préservée pour faire des îlots de libre évolution. Le fonds de dotation du RAF qui s'appelle Forêt en vie, qui est complètement différent, puisque là, c'est pour installer des collectifs qui vont gérer des forêts de manière douce avec de la libre évolution, mais ce n'est pas l'objet principal. Et puis, on a aussi les groupements forestiers citoyens. On en a 2 en Ariège, pour un département, c'est pas mal. Et puis, il y en a un petit peu partout en France. Si vous allez sur le site internet du réseau pour les alternatives forestières, vous verrez que ça en 10 ans, c'est incroyable. Ça s'est créé, il y en a beaucoup qui se sont créés. Le premier a été créé dans le Morvan. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous inciter aussi à pratiquer mon métier. Ça reste extrêmement passionnant. Il y a un moyen aussi, simplement, c'est de devenir forestier. On a besoin de monde en forêt, sincèrement. Et on peut faire un très joli travail en forêt. Voilà.
On a demandé des sous pour aider une association qui s'appelle Forêt Préservée à acheter de la forêt. Donc c'est un achat stratégique de vieilles forêts pour protéger 300 hectares de forêt. C'était génial. C'est une manière d'agir qui est assez chouette pour des gens qui ont de l'argent et donc c'est quelque chose de désintéressé parce qu'on donne de l'argent pour que cette association achète les forêts et du coup elle les protège au-delà de notre échelle de vie à nous. Il y a plein de démarches qui se mettent aujourd'hui en œuvre, y compris des démarches de gestion durable des forêts, et ça c'est vraiment plutôt positif. Ça peut passer aussi par des acquisitions forestières, foncières. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas mettre, par exemple, des parcelles qui pourraient très bien être exploitées où il y a peu d'intérêt en termes de biodiversité. Ça ne sert à rien de les geler, alors que d'autres parcelles à côté seraient beaucoup plus intéressantes à préserver. Donc il faut vraiment faire ce travail d'analyse fine localement. Qu'est-ce qui va être prioritaire aussi? Et donc ça peut venir que collectivement. Il faut réfléchir quand on parle de conservation de la forêt à ces conservations à très long terme. Il y a des dispositifs comme les ORE, par exemple les obligations réelles environnementales qui vont nous permettre de travailler sur des rythmes et des pas de temps qui sont en cohérence avec le rythme d'un écosystème forestier. Et ça, c'est vraiment le point à prendre en considération. Ensuite, il y a plein d'associations qui militent pour la préservation que l'on peut rejoindre. Moi, j'ai envie de dire, il y a juste une chose dont on n'a pas besoin aujourd'hui en métropole et en France, c'est de planter des arbres. Planter des haies, pourquoi pas, mais planter des forêts, ça aujourd'hui c'est une ineptie, on ne manque pas de forêts. Aujourd'hui, on a besoin essentiellement de les laisser vieillir. Et ça, c'est vraiment pour moi le nœud du problème. Aujourd'hui, on parle beaucoup de reforestation, de replantation. L'enjeu, pour nous, à notre sens, au regard de ce que l'on voit à la Massane depuis plus de 50 ans, c'est vraiment de laisser vieillir. Mourir pour défendre le vivant, c'était quelque chose qui était, que j'avais au fond de moi depuis que je suis toute petite, là j'ai dû l'assumer. J'ai envie de mettre mes actions au service de quelque chose qui est plus grand que moi, au service donc moi j'appelle ça le vivant parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous rassemble. Donc moi c'était les arbres et la forêt, mais je suis aussi attachée à l'eau, aux animaux, à tout ce qui est vivant, aux humains aussi. Et du coup ça m'a détachée de mon échelle à moi. Le temps de la forêt il est beaucoup plus long que le mien. Les arbres, ils ont, bon ici peut-être pas, mais le cycle d'une forêt il est beaucoup plus... on n'est pas sur la même échelle de temps, quoi. C'est pas du tout notre échelle de temps. Vous avez sûrement remarqué qu'en ce moment, on mène une vie de dingue. On en est à la minute près, à la seconde près. Et quand une avancée technique nous permet de gagner une seconde, c'est une victoire. Que ce soit l'informatique, les transports, je sais pas, même les sports, hein. Même le fast-food, etc. Tout doit aller vite. Mais personne ne nous explique pourquoi il faut aller vite. Moi, je trouve ça répugnant. Voilà. Cette tyrannie de l'instant, ça me dégoûte profondément. Parce que je suis persuadé, mais je ne suis pas le seul, hein, que si on veut faire des choses à la fois très belles et très durables, il faut y consacrer le temps long. Et donc ce projet, un de ses mérites, c'est de nous remettre devant les bénéfices du temps long. Les gens qui construisaient les cathédrales chez nous, le gars qui posait la première pierre, il était sûr de ne pas l'avoir fini, la cathédrale. En Italie, on m'a parlé de 5 générations pour certains édifices religieux italiens. 5 générations. Là, c'est beau, mais le résultat, il est là. On va trop vite à ce moment, et je ne comprends pas pourquoi.